Bonjour à tous, une vidéo intitulée Un fantôme dans la sentinelle. Dans un premier temps, il sera surtout question du fantôme, notamment de ses confessions, puis dans un second temps de la sentinelle, avec ce que ce fantôme vient faire dans la sentinelle, et enfin l'hypothèse farfelue. La confession du fantôme n'est pas nouvelle, mais elle est importante. Elle nous apprend des choses. Je vais remettre dans le contexte un petit peu ces confessions. Elle date de juin 2001. Donc à l'époque, on pouvait encore parler de complot sans être taxé de complotiste. Ce fantôme est un ancien militaire, un ancien du département protection et sécurité du Front National. Donc en 2001, il accorde une interview à Libération. On apprend quelques petites choses. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de cette interview. Je vais vous faire la lecture en mettant en évidence les choses que je retiens. J'ai commencé à travailler pour le DPS en 1994. Le rôle officiel du DPS était d'assurer la protection des meetings, des permanences, des défilés, ou la protection rapprochée des cadres du front. Mais en 1997, j'ai été contacté par Bernard Courcel pour faire partie d'une structure spéciale. C'était un groupe composé de 30 à 60 personnes, chargé d'opérations clandestines en France ou à l'étranger à la demande de pays alliés. Les membres de ce groupe spécial sont appelés les fantômes. Ils ont tous une formation militaire ou paramilitaire. En 1997, j'ai suivi une formation de 90 jours au siège du Front National. Ces cours très techniques nous étaient donnés par d'anciens fonctionnaires du renseignement. Ils portaient notamment sur l'infiltration et la manipulation de foule. Après cette formation, il m'a été demandé d'infiltrer des organisations telles que Ralph Front dans le Nord. C'est du renseignement. C'est malsain. Le second type de mission demandée aux fantômes consiste à organiser la déstabilisation de certains quartiers ou de villes qui ne sont pas acquises aux idées du front. Là encore, il faut infiltrer, prendre contact avec des bandes, inciter à la violence ou à la rébellion, fournir la logistique dans les quartiers sensibles pour donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer par la violence. Dans un quartier, si vous mettez le feu à une voiture, dans l'heure qui suit, 9 fois sur 10, vous en avez 15 autres qui brûlent. C'était en 2001. À l'époque, on pouvait parler de complot. La sentinelle, maintenant, il s'agit en fait d'un changement d'étiquette en fait qui correspond à l'ancien plan Vigie Pirate. Dans une précédente vidéo, j'avais rappelé que ce plan Vigipirate, qui n'était pas encore appelé Sentinelle, avait la particularité de faire que les effectifs, les hommes en opération intérieure pour Vigipirate ou Sentinelle étaient supérieurs au personnel militaire en opération extérieure. Donc c'était une situation assez inédite. Donc ces moyens humains ont un coût, et en plus il y a eu la loi sur le renseignement français qui a été votée, et donc il y a aussi des moyens techniques qui sont mis à disposition de ce plan Sentinelle, et donc au total ça va avoir un coût d'environ 4 milliards sur 3 ans, et donc ces 4 milliards d'euros se feront au détriment d'autres ministères. Il y a une ministre, Lienemann, qui craint que ce budget pour les militaires en plus vienne au détriment du logement et de la santé. En tout cas, l'État met sur la table 4 milliards en période de vache maigre, en période de crise. Donc c'est un signe. Un gouvernant, il a le manche et il fait en sorte de le garder ce manche. S'il devait donner un petit peu plus à ses électeurs via de la redistribution sociale, il le ferait sans hésiter. Et là, pourtant, il choisit l'inverse. Il a certainement des raisons de craindre de ce côté-là. Et donc, qui pourrait vouloir prendre le manche? Et donc pour ça, il faut regarder ce fantôme. Il s'agit de monsieur Claude Herman. Ce monsieur est actuellement en prison, à l'isolement, parce que les autorités craignent pour sa sécurité. On a peur que si on le relâche, il éternue trop près d'une fenêtre ou qu'il court derrière un camion arrêté. Bref, qu'il lui arrive un suicide malencontreux. Car ce Claude Herman serait le fournisseur de Koulibaly. Donc ces aveux, ces confessions nous font comprendre que c'est un réseau très structuré, qui a une formation solide, et donc il n'aurait pas été en contact direct avec Koulibaly, mais il serait certainement passé par le fameux Hamar. Donc lui aussi est en prison, et donc cette Hamar était en liaison avec une gendarmette. C'était déjà assez suspect.
que ce Hamar soit en liaison, et c'est vraiment le cas de le dire parce que cette gendarmette, elle formait les futurs agents de liaison. On sait que cet Hamar est parti en Belgique, à Charleroi, avec Koulibaly pour troquer une voiture contre des armes et des munitions. Et donc ça serait ce monsieur Hermande ou ses réseaux qui auraient assuré cette transaction. Ce qui sème le trouble, c'est que ce Claude Hermande aurait échangé des mails avec deux gendarmes, et donc des mails assez explicites. Les gendarmes lui répondent qu'ils sont d'accord pour l'opération Armes Charleroi. Ce Hermand serait un indique, mais ce monsieur a aussi un parcours. C'est un identitaire. Il serait à l'origine du blog Terre Celtique. Je ne sais pas si ce blog a un lien avec le bar du même nom, Terre Celtique, dans la région de Grenoble, dans laquelle un dissident est venu présenter son œuvre littéraire. Il y a un faisceau d'indices qui nous laisse penser qu'il est en lien avec des ombres. Le lien est un peu plus accentué quand on sait qu'il a participé à une manifestation à Lille avec les identitaires qui manifestaient. C'était en 2008 ou 2009, je ne sais plus trop. Et donc à l'époque, il a manifesté à côté de Serge Ayoub. Donc c'est l'ami d'un ami du nombre. Il a dit au palais de justice qu'il ne saura pas un nouveau marque. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce fantôme, soit c'est un indique, ça serait pas la première fois, on peut se rappeler du réseau Gladio, du Stay Behind, mais il y a aussi une possibilité que ça soit un agent double, qu'il aurait une loyauté supérieure à d'autres réseaux que le réseau étatique. Donc c'est ce que les autorités laissent penser, que c'est assez compliqué, que pour l'instant il faut laisser la justice faire son travail, vous serez les premiers informés, et ainsi de suite. Ça sera pour moi l'hypothèse farfelue qu'il est un agent double, parce qu'on ne met pas 4 milliards sur la table pour rien. Donc le canard enchaîné parlait d'islam d'infiltration, donc je vais reprendre l'infiltration des identitaires chez les islamistes. À l'époque où on pouvait parler de complot, on pouvait dire que l'extrême droite facilitait la probabilité que des émeutes surviennent. Donc, est-ce que l'extrême droite, 15 ans après, ne facilite-t-elle pas la probabilité à un choc de civilisation, à une guerre civile en France? Il y a des éléments qui nous permettent de penser cela. Je pense que c'est le dernier complot en date, qu'il est extraordinaire, ce complot, dernier complot déjoué quand même. Un terroriste a été arrêté juste avant de commettre un attentat sur 2 églises. Ce sont des cibles qui sont assez particulières. Viser des églises, ce n'est pas l'église qui a le pouvoir en France. L'affaire même nous ramène dans le Nord. Donc je vais raconter un petit peu l'histoire. Au commencement, en fait, il y a eu le meurtre d'une jeune femme du Nord qui était conseillère municipale d'une commune du Nord. Donc elle avait peut-être aussi d'autres relations dans le cadre de ses fonctions. Et donc elle aurait été assassinée dans un véhicule de 3 balles dans le corps. La personne qui l'a tuée de 3 balles dans le corps a quitté le véhicule, a pris les jambes à son cou, sauf qu'il a oublié de retirer l'ordinateur de la prise allume-cigare. Et du coup, le véhicule a pris feu. Le corps, le véhicule a pris feu, il n'y a eu aucun indice sur le meurtre par balle de cette jeune femme. 2 semaines ou 3 semaines plus tard, l'auteur du meurtre de cette jeune femme se tire 1 ou 2 balles dans la jambe et appelle le SAMU. Et donc, en remontant les traces de sang qu'il avait laissées dans la rue, la police retrouve son véhicule plein d'armes, et puis ils font une perquisition chez lui, où ils trouvent justement l'élaboration d'un complot qui vise 2 églises. C'est vraiment un attentat déjoué rocambolesque, farfelu. On peut se demander, comme toujours, qui a armé ce terroriste, parce qu'il faut avoir des réseaux. Le présumé terroriste, parce qu'il n'a pas encore été jugé, venait d'arriver en France il y a 2 ou 3 ans, il était étudiant et il connaît suffisamment de monde pour avoir un arsenal en sa possession. Donc on peut aussi se rappeler la campagne actuelle pour les chrétiens d'Orient. Donc ils sont à la une du Figaro et autres journaux. Donc c'est une grande cause, les chrétiens d'Orient, il faut défendre les chrétiens d'Orient. C'est une cause qui revient, ces chrétiens d'Orient. Et donc avec les églises, les chrétiens d'Orient, on voit que
Il y a une cristallisation de deux camps, les islamistes et les chrétiens en France, cette fameuse identité chrétienne. Dans cette hypothèse farfelue, je vais y mettre aussi, et donc on le voit aussi avec les chrétiens d'Orient, c'est les milieux sionistes qui seraient avec les identitaires. On voit ces milieux sionistes agir auprès des identitaires. Ce ne sont pas bien évidemment les mêmes que ceux qui agissent au niveau du PS, mais dès lors que les sionistes revendiquent la judaïté d'Israël et non plus quelque chose de laïque ou de post-colonial, dès lors qu'ils font une mise à jour de leur logiciel de propagande, les identitaires de tout poil, de tout l'univers de la galaxie, deviennent leurs alliés tacites en fait. Et donc on voit en France ces milieux sionistes être de mèche avec les identitaires. On peut se rappeler dans ce cas-là, dès qu'il y a une attaque sur un symbole français, juste après il y a une attaque sur un symbole israélien ou juif. On peut se rappeler aussi dans le nord de Médine et Mouche, qui, comme les autres, s'est retrouvé avec un arsenal entre les mains, et en plus il a visé des anciens agents du Mossad. Donc voilà l'hypothèse farfelue, c'est que les identitaires alliés aux sionistes font tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une guerre civile. L'hypothèse vraiment plus que gueudin, c'est comment dire, lumineuse, hein, parce que bon, il y a les ombres, c'est que LLP va en parler. Le site de LLP est actuellement en maintenance, mais je pense que quand ce site va être finalisé, LLP va faire une vidéo. Donc il a fait une vidéo sur le complot déjoué des deux églises. Ça serait intéressant qu'il en parle, parce que là, comme je l'avais évoqué avant, c'est l'ami d'un ami, de son ami, lui qui est toujours prompt à parler de complot. Est-ce qu'il va oser évoquer cette hypothèse, ou au moins juste parler de cette affaire, parce que presque 20 heures après l'apparition de Claude Herman dans l'affaire Koulibaly, les deux caisses de résonance de réinformation n'ont toujours pas parlé de cette affaire. Donc il n'y a que Meta TV pour l'instant qui en parle. Ça pose question, est-ce que LLP va en parler, ou est-ce qu'il va rester loyal aux amis de ses amis de ses amis? À voir. Bonne continuation à vous.